Bonjour à tous. Alors, nous étions réunis ce matin pour parler donc un peu de l'impact de la crise sur l'évolution des transactions. Et dans cet atelier, nous allons donc parler un petit peu de cette évolution du traitement des deals et des closings. En fait, nous allons bien parler de la dématérialisation de ces opérations. Et donc, bien sûr, certaines solutions existaient déjà auparavant. Il y avait déjà des outils, dont Close, mais on doit bien en convenir que le confinement, cette crise en nous enfermant, nous a obligés à poursuivre le business d'une autre façon, donc nous a tous poussés à utiliser encore plus ces outils. Alors, peut-être pourrions-nous discuter un petit peu avec vous ce matin est-ce que c'est terminé cette évolution? Est-ce que juridiquement tout ça est bien bordé? Qu'est-ce que cette dématérialisation a pu apporter donc aux transactions et process et vers où va-t-on? Donc pour en parler ce matin, je vous présente Yann Beckers, qui est tout de suite à ma Bonjour. gauche, avocat, associé du cabinet Stephenson Hartwood, où vous êtes membre du groupe Banque et Financement. Exactement. Voilà, vos activités sont donc le financement structuré, les opérations de fusion-acquisition genre. Et donc, le transactionnel étant votre quotidien, vous allez pouvoir nous raconter comment vous avez vécu cette dématérialisation. Grégoire Déby, vous êtes le fondateur et le CEO de Closed. Oui, bonjour. Vous êtes un ancien avocat M&A, donc vous avez une vision assez pratique de comment ça se passe. Et vous avez souhaité créer un outil pour accompagner donc la numérisation des opérations. C'est donc Closed, vous allez nous en parler. Et c'est une legal tech, disons, de gestion des opérations juridiques, qui est un outil aussi collaboratif et dédié entièrement au transactionnel, je crois. Alors, partons du présupposé que la crise a accéléré la mise en place des outils, que donc nous sommes dans cette phase de la dématérialisation des opérations. Le mouvement est lancé et donc discutons autour de 4 axes. Je vous propose de commencer d'abord par l'encadrement juridique de ces pratiques, avant de parler de l'intérêt des outils, et puis de l'équilibre distance-présence, et ensuite nous finirons par quelques points d'avenir. Alors sur le contexte juridique, cette signature électronique qui existe depuis 2000, en fait la crise a quand même bouleversé. Vous allez me dire sans doute, me parler du règlement de 2016 qui a labellisé les plateformes, donc l'ANSSI veille à tout ça, mais encore récemment, je crois, il y a eu des réformes, sûreté, cautionnement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yann, Alors peut-être? peut-être sur la. Donc moi je veux vous donner vraiment le retour du patricien qui utilise ces outils. Alors les aspects juridiques, d'abord il y a une très très bonne nouvelle pour moi qui fais du financement et qui prend beaucoup de sûreté à la garantie des financements. On a l'ordonnance donc sur la réforme des sûretés qui a été publiée le 15 septembre 2021, qui rentre en vigueur au 1er janvier 2022, va permettre donc la signature électronique des sûretés, donc les sûretés réelles, les cautionnements, tout type d'acte de sûreté va pouvoir être signé électroniquement. Et c'était un peu le dernier, je dirais, maillon qui manquait à tout l'aspect législatif autour de la signature électronique. On parlera des questions de preuve, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, l'actualité fait que on va pouvoir demain, donc le 1er janvier, organiser des closings de A à Z, dématérialisés, avec une signature des documents, à la fois des documents M&A, mais également des documents de financement et des documents de sûreté dématérialisés. Ça, c'est vraiment, je dirais, la bonne nouvelle. Et puis, juste pour rebondir, la crise qu'on a connue a très largement en fait accéléré le mouvement. On parlait tout à l'heure de catalyseur, d'accélération. Eh bien, je crois que la crise a permis de mettre en avant ces outils et de les utiliser. On n'a pas eu le choix. Le fait de ne pas avoir eu le choix, eh nécessité a fait loi et donc on les a très largement utilisés. Oui, tout à fait. Bah, le cadre général en fait a été mis en place, vous le disiez, par le règlement européen qui est entré en vigueur en 2016.
Auparavant, le droit français permettait déjà de faire de la signature électronique, mais ça permettait, en fait, pour rentrer un petit peu dans la technique, le code civil permettait de le faire si le procédé utilisé était fiable. Or, c'est un petit peu compliqué de savoir si un procédé technique de signature électronique était vraiment fiable, notamment pour un juge. Et effectivement, le règlement de 2016 a permis, en fait, chaque État membre doit désigner une autorité nationale qui va en fait labelliser effectivement les prestataires de signature électronique avant le démarrage de leur activité. Et donc maintenant, en fait, il suffit de se connecter sur le site de la Commission européenne ou sur le site de l'ANSSI pour voir les listes de prestataires de signature électronique qui sont labellisés. Et donc, ça permet très facilement en fait de faire la preuve de la validité en fait d'un prestataire juridique. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place ce cadre-là, il y avait quelques ajustements à faire, notamment sur les sûretés qui étaient encore interdites à la signature électronique. Voilà. Et donc, il y avait aussi des choses comme, par exemple, l'enregistrement des actes auprès de l'administration fiscale. On enregistre quand même pas mal d'actes auprès de l'administration fiscale quand on fait du M&A, et notamment toutes les sessions de parts. Et il y avait encore aussi cette petite brique à modifier, et ça a été le cas dans la loi de finances pour 2021. Donc depuis le 1er janvier 2021, on peut faire enregistrer auprès de l'administration fiscale tous les actes de cession de parts. Donc il y a quelques petits ajustements à faire, mais effectivement, il semblerait que l'ordonnance sur la réforme des sûretés soit le dernier maillon et que du coup maintenant on puisse dématérialiser l'ensemble de la chaîne. Toute l'architecture Oui. est cohérente et est en place, donc de ce point de vue-là, Alors, on ne peut plus y échapper, j'allais dire. Il y a une conjonction de facteurs en voilà. fait où si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait peut-être pas fait mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence des legal tech à partir de 2015 à peu près, qui ont donc créé des outils pour dématérialiser ces process, faire de l'efficacité, de la productivité et permettre un peu d'automatiser tout ce qui est process sur ces opérations-là, et qui sont en fait arrivés à maturité au moment de la crise du Covid, donc à peu près 5 ans après leur démarrage, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue sécurité. Ces outils-là, comme le nôtre, en fait, maintenant tiennent vraiment les promesses qu'elles font et on permet vraiment de rendre les choses beaucoup plus efficaces. Et il y a eu ce règlement qui est entré en vigueur en 2016 et en fait cette conjonction de facteurs a permis d'être prêt en fait pour la crise du Covid. On n'a pas dû inventer des choses de toutes pièces dans l'urgence. En fait, les solutions et le droit étaient déjà là. Le droit est là, alors est-ce qu'il faut prévoir malgré tout des clauses est-ce qu'il faut... Et ensuite, vous nous parlerez des signatures elles-mêmes et de leurs preuves. Donc en fait, le Code civil prévoit un régime de preuve, de signature électronique, prévu aux articles 1366 et 1367. Et donc la pratique de marché, en fait, est dans les contrats qu'on va signer de façon électronique, de rajouter systématiquement une clause d'organisation de la preuve de cette signature électronique. Donc on fait donc chaque établissement de crédit, chaque intervenant a un peu son modèle de clause. Enfin, il y a des modèles de clause maintenant assez types qui circulent sur le marché. L'idée, c'est d'organiser dans le contrat qu'on va signer la preuve et de dire en fait que la signature électronique entre les parties aura la même valeur qu'une signature à l'encre et donc de prévoir ces clauses. Donc ce qu'il faut juste anticiper, c'est de bien mettre ces clauses dans les contrats de financement, dans les contrats de sûreté, dans les SPA et j'en passe. Et une fois qu'on a cette clause aussi, après, nous, en tant qu'avocats, quand on donne les opinions juridiques, eh bien, on a aussi des suppositions, des réserves à mettre spécifiques par rapport à cette signature électronique, justement sur le fait que le mécanisme de sauvegarde fiable, qu'on a pu identifier les signataires, et que c'est bien les bons signataires qu'on signait, etc. Parce que bon, on donne une opinion sur la capacité de signer. Mais je dirais que la pratique de marché, maintenant, c'est totalement, je dirais, on est mature sur ces clauses. On peut tout à fait aujourd'hui signer ces documents de façon dématérialisée, électronique. Rien ne s'y oppose. On va voir en janvier, en fait, c'est comment, en fait, il y a un certain nombre de sûretés qui doivent être publiées. Donc, il va falloir les remettre au greffe. Je pense notamment au nantissement de fonds de commerce ou des sûretés sur des actifs mobiliers. Et donc, il va falloir justement, comme le disait Grégoire,
comme ça a été le cas pour l'enregistrement à la recette des impôts, mais il va falloir également mettre en place les passerelles pour qu'on puisse transmettre en fait ces documents électroniques et que les greffes puissent les reconnaître et faire les publications qui s'imposent dans la foulée. Les greffes aujourd'hui marchent très bien sur les créations de sociétés, tout ça se fait en ligne, donc je vois pas ce qui empêcherait voilà, de le faire très rapidement une fois que la réforme sera entrée en vigueur en janvier. Grégoire, vous pourriez nous parler de ces différents niveaux de signature? Ouais, effectivement, en fait, la question de la preuve que Yann a évoquée, c'est la question clé en fait sur la signature électronique. Évidemment, ça permet de réaliser des signatures à distance. Et donc les technologies aujourd'hui, elles sont très solides. La question, c'est comment on identifie les signataires, comment on peut s'assurer que c'est bien la bonne personne qui a cliqué derrière son écran ou sur son smartphone. Et si jamais un jour, à l'avenir, dans 3 ans, dans 5 ans, quelqu'un conteste avoir signé un document dans le cadre d'une transaction à très fort enjeu, comment on va pouvoir se prémunir contre le risque justement que cette personne puisse dire non, c'est pas moi qui ai signé ce document et que ça remette beaucoup de choses en question. Donc effectivement, le règlement eIDAS de 2016 prévoit 3 niveaux de signature électronique, le niveau simple, le niveau avancé, le niveau qualifié. Et il y a beaucoup de débats autour de ces 3 niveaux de signature. Il y a on confond parfois beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces 3 niveaux de signature sont tout à fait valides au regard du droit européen et du droit français. On peut faire une signature simple qui est parfaitement valide. La question, c'est l'authentification qu'il y a derrière cette signature. La signature simple en fait requiert une authentification basique des signataires. La signature avancée, une authentification un petit peu plus forte avec plusieurs facteurs d'authentification, par exemple une vérification d'identité, un SMS qu'on reçoit sur son portable, etc. Et le niveau qualifié encore plus, qui requiert en fait une vérification d'identité en face à face. Et donc si c'est fait à distance, ça doit être fait via un système de visioconférence, de webcam, etc. La signature manuscrite, si elle a cette force depuis toujours, c'est parce qu'on authentifie les gens. On les a devant nous, donc forcément c'est beaucoup plus simple. On est bien là. Et donc voilà, c'est vraiment ça la question clé. Donc nous, sur notre plateforme, on propose plusieurs niveaux de signature électronique. Après, c'est à nos clients de voir en fonction des typologies de dossiers qu'ils gèrent, en fonction de l'enjeu justement, et en fonction de s'ils le font en présentiel ou à distance. On va en reparler après. La signature électronique qu'ils veulent utiliser, le type de signature électronique qu'ils peuvent utiliser, mais c'est vraiment ça le sujet. Donc il faut vraiment être sûr qu'on a un faisceau de preuves, en fait, un faisceau d'indices d'authentification suffisamment fort pour que si un jour quelqu'un dise moi j'ai jamais signé ce contrat-là, on puisse lui opposer bah si regardez vous avez reçu ce SMS sur ce numéro qui est le vôtre, l'adresse IP on peut la relier à votre ordinateur, etc. Et il faut conserver ça évidemment dans des conditions de sécurité très très importantes. C'est pour ça typiquement qu'on propose des coffres-forts électroniques sur la plateforme pour conserver ces preuves-là. Je rajouterais en fait que le droit français aussi pose une présomption en fait de fiabilité de la signature électronique qualifiée. Donc c'est la raison pour laquelle aussi dans certaines banques en fait les prêteurs vont insister pour avoir un degré en fait de signature protection le plus élevé, justement parce qu'il y a également cette présomption qui est posée dans le code civil, mais comme l'a dit Grégoire, que ce soit simple, avancé, qualifié, à la fin, tout est une question de preuve, et même la qualifiée, s'il y a une fraude, pourra être remise en cause. Hein, c'est pas une présomption irréfragable, elle peut être démontrée comme fausse. Donc, il y a, je dirais que pour les contreparties, donc je pense notamment aux banques et aux prêteurs, eux vont systématiquement plutôt regarder signature qualifiée avec vérification d'identité de la personne. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les signataires peuvent s'identifier, donner des informations, leur carte d'identité. Maintenant, les cartes d'identité sécurisées, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment tout un écosystème qui permet en fait aux signataires de s'identifier. Ça répond aussi aux problématiques de KYC. On a la pièce d'identité, on a la photo, des semaines de signature. Donc on a quand même beaucoup d'éléments en fait qui permettent de sécuriser le process. Non, juste pour rebondir, mais tu as fini. Oui. Juste pour rebondir sur la carte d'identité, ça c'est un vrai sujet.
En fait, la signature qualifiée, qui est donc effectivement la plus sécurisée, celle qui est encore demandée effectivement par des banques pour des raisons de prudence en fait. Elle est un petit peu compliquée à mettre en place parce qu'on a ce système d'authentification par webcam. Or, la dématérialisation des deals, des closings via la signature électronique, l'idée c'est quand même que ce soit rapide, efficace et qu'on gagne du temps, en fait, qu'on accélère les opérations. Donc, s'il faut que l'ensemble des signataires s'authentifient via webcam, reçoivent un token, etc., enfin, c'est pas extrêmement efficace. Or, effectivement, depuis là cet été, on va avoir la généralisation en France de la carte d'identité biométrique va contenir des données d'authentification et ça va permettre de généraliser à terme, à moyen terme je pense, la signature électronique qualifiée sans ce système d'authentification par visioconférence. Donc ça peut être un grand pas qui va être fait effectivement dans les mois et années à venir. Alors justement, il est temps de parler de l'intérêt de ces avantages. Donc, comme vous le disiez, outre le fait d'être à distance, la vitesse, la sécurité, la confidentialité, alors quels sont d'après vous, en tant qu'inventeur de la solution, et puis vous, en tant qu'utilisateur, les avantages et l'intérêt d'utiliser ces outils, même si maintenant on pourrait dire, bon, c'était les outils de la crise, maintenant on n'est plus dans la crise, on les laisse. Eh ben non, qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer? Alors. Il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, je pense qu'on l'a tous compris. Il y a un effet cliquet et donc maintenant c'est sûr que tout se fera comme ça et ça va continuer à s'amplifier puisque il y a une évolution des mentalités qui est toujours en cours, une évolution évidemment des technologies et des produits qui sont proposés, des produits et services. Ça c'est sûr, on reviendra pas en arrière. Nous on a commencé d'ailleurs avant la crise et il y avait déjà une évolution. C'est pour ça qu'on a lancé ce système-là. Il y avait un frémissement, on va dire. Nous, on avait déjà plusieurs dizaines de clients qui l'utilisaient bien avant la crise. Donc voilà, les avantages, ils sont évidents. Alors nous, chez Closed, on n'est pas une solution de signature électronique, on est vraiment une plateforme de dématérialisation de l'ensemble du process. Voilà, il y a bien sûr la signature, mais c'est beaucoup plus large. Exactement. Nous, en fait, on digitalise l'ensemble du process de bout en bout. Donc sur des deals M&A, typiquement de la due diligence jusqu'au closing et même jusqu'au post-closing. Donc l'idée, c'est de pouvoir collaborer tout au long de l'opération de façon 100% numérique avec les différentes parties prenantes, clients, conseils, banques, etc. Et de pouvoir donc en fait gagner du temps sur toutes les tâches de process. Moi, je suis ancien avocat, comme vous l'avez dit. Quand je gérais des opérations M&A en cabinet d'avocat, il y avait énormément de process. On faisait du droit, mais on faisait beaucoup d'organisationnel et de process. Et donc, on s'est dit avec mes associés avec qui j'ai lancé cette plateforme-là, essayons d'automatiser ce process, essayons de le simplifier, essayons d'éliminer tout un tas d'obstacles en fait qui créent énormément de frustration chez tout le monde et qui permettent pas de se concentrer sur l'essentiel en fait. Donc voilà, on a lancé ce truc-là et donc l'idée c'est évidemment le premier bénéfice, c'est le gain de temps. On va simplifier, on va automatiser tout un tas de process tout au long de l'opération, tout ce qui est échange d'informations, collecte de documents, due diligence, revue de documents, signature électronique bien entendu, génération ensuite d'archives, de bibles, etc. Donc tout ça, on peut le faire en quelques clics sur la plateforme. Il y a vraiment un aspect gain de temps. L'autre aspect, c'est l'aspect expérience client, en tout cas pour nos clients cabinets d'avocats, parce qu'on travaille aussi avec des fonds d'investissement, des banques d'affaires, etc. Il y a vraiment un aspect expérience client, c'est-à-dire qu'on va fournir à toutes les parties prenantes un outil collaboratif, un outil de gestion de projet qui va permettre d'accélérer tout ça avec une interface qui est agréable à utiliser, qui est simple et qui rend les choses un petit peu plus agréables tout au long de l'opération. Il y a aussi un aspect sécurité. Nous, on a une plateforme française. Les données de nos clients sont hébergées chez nous, mais en France. On chiffre également l'ensemble des données. Moi, il m'est arrivé, en étant avocat, d'utiliser des outils qui n'étaient pas vraiment adaptés à la pratique, qui n'étaient pas vraiment sécurisés. Et pourtant, on le faisait quand même par praticité. Mais donc, il y a vraiment un aspect sécurité sur lequel il faut pas lésiner là-dessus. Et nous, on a mis ça au cœur de nos préoccupations dès le départ, même avant les fonctionnalités. Étant donné qu'on héberge des données extrêmement sensibles et confidentielles, il fallait que la plateforme soit très très sécurisée avant de pouvoir automatiser des choses. Alors Yann, quand on utilise, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je dirais que d'abord pour bien utiliser ce système, il faut être bien formé et bien comprendre en fait les fonctionnalités parce que voilà on bascule en fait d'un monde du papier à un monde dématérialisé.
Donc ça suppose d'être accompagné et de bien, je dirais, bien réfléchir à la transaction, à son déroulé, à ses étapes. Donc je dirais que les outils qui sont mis à notre disposition nous permettent en fait de bien nous organiser en amont et de bien dérouler le processus d'acquisition, de financement. Et surtout, je dirais, il y a un élément en fait dans la chronologie d'un closing. Souvent, vous avez, il y a d'abord l'acquisition, ensuite on lève les 6 pistes de l'acquisition, ensuite on met en place le financement, ensuite on fait descendre les fonds, ensuite on fait des augmentations de capital, etc. Et donc il y a toute une chronologie parfois, enfin, dans les closings physiques, n'était pas forcément respecté. En fait, tous les documents sont sur la table, tout le monde signe, tout est en séquestre. Il y a des pages voilà, qu'on se donne à la dernière minute. Enfin, il y avait toute cette cuisine un peu pas toujours très satisfaisante. Et puis aussi des heures à attendre autour de la table qu'un dernier document arrive, une dernière photocopie. Donc, je dirais dans tout le processus, s'il est bien réfléchi en amont, et ça c'est très important parce que si c'est mal réfléchi, si on a oublié des choses, bon, après c'est très difficile de rattraper le coup. Donc je dirais il y a toute une réflexion à avoir avant, et une fois qu'on a eu cette réflexion et qu'on l'a déroulée, après c'est vraiment de la mécanique. Là c'est vraiment je dirais le bonheur absolu quand tout se déroule en cascade et de ce qu'on a prévu. Je rajouterais aussi que le closing, pour nous, avocats, est le moment clé en fait, de la transaction. C'est le moment où on va voir nos clients en vrai, le moment aussi où on va échanger les prochains deals, on va avoir des discussions sur comment s'est passée la transaction, les retours d'expérience, etc. Donc, je dirais que le closing dématérialisé n'a pas vocation à remplacer ce moment-là, mais il a vocation à l'accompagner et à l'aider. Donc, l'idée n'est pas non plus de tout dématérialiser et de chacun reste dans son coin et signe les documents. L'idée, c'est aussi de réunir, c'est ce que propose aussi Close et d'autres, d'avoir une réunion de signature où tout le monde vient et on déroule process, on signe. Et par exemple, pour les sûretés aussi, parfois, il peut être très important. On a un système dans la signature électronique d'horodatage. Donc, on peut donner date certaine au document. Donc, on peut rapporter la preuve que le SPA a été bien signé avant le lancement ou les d'obligations, etc. Donc, ça, c'est très important. Et c'est très important aussi ça sera très important aussi pour les sûretés, notamment qu'on aura des sûretés à prendre de premier rang, de second rang, troisième rang sur le même actif pour des catégories de créanciers différents. On va pouvoir aussi, avec l'horodatage, s'assurer que on a bien respecté l'ordre prise de sûreté dans les documents. Et le dernier bénéfice, je dirais, c'est le bénéfice de compilation des documents. C'est-à-dire que personne ne repart avec une valise de documents, voyez, parce que vous avez tout un process après le closing, il faut faire les PDF, ensuite il faut faire des photocopies, ensuite il faut faire la Bible, ensuite il faut s'assurer que chaque signataire repart avec les bons originaux. Une fois sur deux, il y a toujours une page qui manque ou une page qui n'a pas été paraphée, pas bien signée, ou c'était pas le bon signataire, on ne sait plus qui a signé. Enfin bon, vous voyez tous les surprises de closing. Donc, tout ça, en fait, si c'est bien réfléchi, bien organisé en amont, en principe, on doit pouvoir le contrôler, ou en tout cas l'atténuer grandement. Juste pour rebondir effectivement sur ce que Yann dit, nous, la plus-value d'un outil comme Closed, c'est pas simplement de faire de la signature électronique, c'est vraiment l'aspect workflow en fait. C'est-à-dire donc c'est un outil qui a été créé par des praticiens. Sur des closings, il y a tout un aspect effectivement assez technique, toute une orchestration qui est extrêmement importante en termes de, tout ce qu'a évoqué Yann. Il y a un process, donc il faut bien aller de l'étape A à B. Très cadré et qui est extrêmement important parce que sinon ça peut en fait tout remettre en cause. Et donc l'idée qu'on a eu nous, c'est de mettre en place la signature électronique, mais on est vraiment spécialisé dans les closings juridiques. On a adapté en fait le workflow, l'interface à cette pratique-là qui est très très spécifique. C'est ça effectivement la plus-value de l'outil. Une formalisation plus facile.
Oui. Et puis plein de petites erreurs matérielles Qu'on sont évite. maintenant évitées, quoi. Et puis je dirais aussi, nous avons aujourd'hui une pression très forte de nos clients et les coûts. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en tout cas obligé de penser à ces solutions et de les proposer à nos clients, ne serait-ce que pour optimiser Optimiser aussi les coûts le de la temps, transaction, parce que les clients ne sont plus prêts à payer des heures d'attendre. d'attente parce qu'il manque un document, parce que la photocopieuse a eu un problème. Donc aujourd'hui, voilà, et c'est vraiment le sens de l'histoire. Je pense que et l'avantage aussi des Bibles et d'avoir tout de suite, c'est dire qu'une fois que dans 5 ans, on va faire un refinancement ou on va céder l'activité, eh bien, pour la data room, Tout est déjà prêt. tout est déjà prêt. En fait, on n'a pas souvent les documents à les récupérer, on ne sait plus où ils sont au coffre, mais ils sont où? Et puis on ne retrouve pas toujours tous les documents. Là, on aura l'intégralité des documents sécurisés avec, comme l'indiquait Grégoire, des degrés de confidentialité très forts, avec des opérateurs qui sont au sein de l'Union européenne, euh, labellisés et homologués. Donc ça aussi, ça contribue, cette sécurité juridique, pour nous, avocats, qui est très importante, surtout sur la confidentialité. Donc là-dessus, ça sera Il y a vraiment de l'ajout de valeur, quoi. Ça, on peut Oui. le dire. Et vous avez déjà abordé certains points où, voilà, en présentiel, à distance, voilà, dématérialisé, ça n'est pas forcément à distance, quoi. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on se voit encore, même si tout le process est dématérialisé. Oui, il y a souvent une confusion qui est faite entre dématérialisation et distance physique. Et en fait, vu que la crise du Covid est passée par là et qu'on a tous fait pendant 1 an et demi et encore maintenant des réunions à distance, des closings à distance, des opérations à distance, et que voilà, on s'est habitué à ne plus voir les gens physiquement. Voilà, ça, il faut essayer d'oublier ça. En fait, la dématérialisation n'implique pas du tout de ne pas voir ses clients, de ne pas voir ses collègues, etc. Nous, Alors, on se voit mieux, mais on se voit pourquoi, alors? alors, Pour le champagne. Ah, bon. Nous, on prêche pour ça depuis le démarrage, et nos clients le font, hein, de toute façon. Voilà, on peut très bien utiliser un outil de closing dématérialisé en étant tous dans une salle, en signant les documents sur des téléphones, des tablettes, des PC, tous les appareils que vous voulez. Et l'avantage, c'est que donc on va pouvoir toujours se parler, savourer le champagne, parler des futurs deals, etc. Et chacun repart chez lui les mains vides et a tous ses documents bien sécurisés sur une plateforme. Voilà, donc en fait, on peut avoir le meilleur des deux mondes et se voir tout en dématérialisant complètement les opérations. Oui, et puis je rajouterais que dans les transactions, je les appelle cross-border, en fait, où on est à l'international, où souvent les signataires peuvent être aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc là, la solution a pour le coup vraiment un avantage flagrant aujourd'hui, parce que souvent on est dans des situations où c'était pas très confortable, où on faisait signer des pages de signature, on échangeait entre ces caisses d'avocats des pages, etc. Donc on avait tout un écosystème qui était pas très sécurisant pour l'avocat. Ouais. Quand on avait des signataires justement qui étaient situés hors de France ou qui ne pouvaient pas se déplacer pour signer les documents. Donc cette solution-là a au moins le mérite de régler tous ces problèmes de d'arrière-cuisine qu'on voit pas toujours, enfin que les clients voient pas toujours, mais que nous on a à gérer derrière, et avec toujours une responsabilité qui va avec. Toujours plus de sécurité et de sérénité. Oui, exactement. Ouais, en fait, effectivement, comme dit Yann, on peut faire ça en hybride, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire venir ceux qui sont présents sur place et faire signer à distance ceux qui sont à l'étranger. Ça permet aussi d'accélérer, nous on l'a vu chez Close, d'accélérer aussi des opérations qui n'auraient pas pu se conclure, notamment en période de vacances l'été, parce que les gens sont aux quatre coins du monde, et en fait ça permet de closer des deals qui auraient attendu probablement le mois de septembre ou même pendant la période des fêtes. Donc ça c'est quand même un avantage énorme. L'avenir, alors c'est des transactions tout le temps, faciles, simples,
Oui, non, bah, c'est ça. Nous, chez Close, à l'heure actuelle, on est à peu près à 1000 closings par mois. Donc, voilà, on est passé avant Quand la même. crise Oui. euh, à 200. Maintenant, on est à peu près 1000 par mois et ça continue d'augmenter tous les mois. Donc, les bénéfices sont clairs. Et comme je le disais, il y a eu un effet, comment dire, les solutions sont arrivées à maturité, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et donc, maintenant, délivrent réellement de la valeur à leurs clients. Bon, la pédagogie reste à faire. Il y a encore des freins quand même. Oui, c'est sûr que dans certaines banques ou même certaines juridictions, notamment vers quelques pays européens qui ne sont pas à l'aise avec la signature électronique ou qui vont nous la proposer en dernier recours. Donc oui, il faut convaincre les banques, les établissements de crédit que ces solutions sont tout à fait viables. En général, quand on leur explique le gain de temps et le gain coût aussi de transaction, en général, sont quand même aussi sensibles à cet aspect-là. Et donc, en général, on arrive à les convaincre aussi. On les convainc encore d'autant plus facilement que c'est pas elles forcément qui prennent la responsabilité du process. C'est souvent le cabinet d'avocats en charge donc, de la transaction va en fait proposer ces outils et prendre un peu la responsabilité aussi de ces outils. Donc pour le prêteur ou pour la banque, c'est Oui, c'est pas forcément d'ailleurs la banque qui a l'outil. Ça peut être non, c'est vous, souvent ça peut être. le prestataire de service qui est le client, enfin qui est le cabinet qui rédige la documentation et donc c'est charge aussi de la faire signer. Mhm. Donc c'est plutôt au cabinet d'avocats en fait de proposer ces solutions. Et comment s'agencent toutes ces briques informatiques diverses et variées? D'un point de vue fonctionnel, vous voulez Oui, dire? Ouais. Bah, c'est nous, facile. Rassurez-nous. alors, effectivement, il y a un gros enjeu d'expérience utilisateur. On est sur un secteur, que ce soit le secteur juridique ou même des deal makers en général, qui voilà, se digitalisent sur le tard. Il y a des pratiques qui sont ancrées depuis des années, voire des dizaines d'années. On a toujours fait comme ça, donc forcément, c'est un peu compliqué quand il faut switcher tout de suite sur un logiciel. Donc il y a un énorme aspect accompagnement, évangélisation. Et nous, chez Closed, on met évidemment au cœur de nos préoccupations l'expérience utilisateur, donc en fait la simplicité d'utilisation de la plateforme. Euh, Nous, on met la plateforme à disposition de nos clients, mais c'est un outil collaboratif, donc eux-mêmes vont inviter dessus, comme on l'a dit, l'ensemble des parties prenantes de l'opération, qui eux ne connaissent pas l'outil forcément, même si on a de plus en plus d'utilisateurs qui maintenant en fait font régulièrement des deals dessus, mais la première fois ne connaissent pas l'outil, n'ont pas été formés à l'outil, donc il faut vraiment qu'il y ait une fluidité dans l'interface, qu'on puisse arriver très rapidement à faire ce qu'on veut faire et qu'il n'y ait pas de frustration liées à ça. Nous, notre but, c'est d'automatiser, de simplifier, d'accélérer les choses. Donc voilà, il y a vraiment un aspect expérience utilisateur et simplicité de l'interface qui est majeur. Alors oui, alors nous on travaille pas qu'avec des cabinets d'avocats. Nous effectivement parmi les fondateurs de la boîte, on est d'anciens avocats, mais on travaille aussi, comme je le disais, avec des directions juridiques, des corporates, des banques d'affaires, des fonds. Donc en fait toutes les personnes impliquées dans les deals. Mais effectivement, ça arrive très souvent que ce soit des cabinets d'avocats qui mettent à disposition des parties prenantes la plateforme. En fait, une fois que c'est terminé, il y a plusieurs options. On peut laisser effectivement l'espace en ligne ouvert pour que les gens puissent y stocker leurs documents originaux de façon sécurisée. Nous, on met à disposition des coffres-forts électroniques avec des technologies très spécifiques qui sont aussi d'ailleurs réglementées par le règlement AIDAS de 2016, qui permettent de conserver en fait sur le très long terme, 5 ans, 10 ans, 20 ans, des contrats avec une garantie en fait d'intégrité, d'authenticité des documents. Ça préserve les signatures électroniques dans le temps. Donc il y a cet aspect-là que nous on propose. Après, parfois pour des raisons de confidentialité, de sécurité des données, nos clients en fait peuvent fermer les espaces en ligne. Et ça en fait c'est à chacun de se mettre d'accord. Nous on propose toutes les solutions, mais en fait très très souvent effectivement les espaces en ligne restent ouverts et les documents sont mis dans les coffres-forts électroniques et ça joue exactement le même rôle qu'un coffre-fort physique. On va mettre ça là-dedans, on le ferme et on peut le ressortir dans 5 ans et on a une présomption, justement on parlait de présomption,
Ce type de technologie-là donne une présomption justement d'intégrité, d'authenticité des documents. Donc on va présenter ça devant une juridiction, par exemple, au bout de quelques années, et on aura cette présomption-là. Et donc ce sera éventuellement à la partie qui conteste le document d'en ramener la preuve. Et je rajouterais que il y a à chaque fois, on ouvre un dossier par transaction. Donc on utilise le même produit, mais ça sera tout est très bien compartimenté. Et il n'y a jamais on ne va pas utiliser ce qui a été fait dans une transaction pour l'autre. C'est bien compartimenté et avec des codes d'accès, etc. Ouais, tout à fait bien. Oui, tout à fait. Nous, on met à disposition ce coffre-là à l'ensemble des utilisateurs qui le souhaitent. Donc, c'est pas nécessairement lié en fait à client et au cabinet d'avocats qui a ouvert l'opération. Une fois qu'ils ont invité toutes les parties dessus, même si on ne le souhaite pas, mais voilà, notre client ne travaille plus avec nous au bout d'un certain temps, il y a toujours un accès en fait qui n'est pas forcément lié à ça. Il y a toujours un accès des utilisateurs au coffre-fort et à leurs originaux. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous, évidemment, on vend de la sécurité juridique, donc évidemment, on fait en sorte que les données ne soient jamais perdues et qu'elles soient bien au chaud chez nous et que les gens puissent les récupérer à tout moment. C'est votre coffre-fort, en fait. C'est ça. Ouais. Une autre question. Comme les avocats, entre vous deux, là, ça chiffre ici, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, tout à fait. Nous, vous avez effectivement parfaitement compris la problématique. On héberge des données extrêmement sensibles. Et donc, effectivement, oui, on a des polices d'assurance pour couvrir tout ça. Le point principal étant la sécurité de la plateforme. Donc, le fait de faire en sorte qu'il ne puisse pas justement y avoir de problème à ce niveau-là. Donc ça, on s'en occupe en amont. On est conforme aux meilleurs standards de cybersécurité. On a beau être une solution jeune, ça fait 4-5 ans qu'on existe, on est déjà à des standards de sécurité d'entreprises de logiciels qui sont beaucoup plus vieilles que ça. On a dû investir énormément là-dedans pour se conformer à des standards ISO 27001, ce genre de choses-là, pour éviter qu'il y ait des soucis. À l'heure actuelle, on n'a jamais eu de problème, que ce soit d'erreurs en interne ou même de piratage ou quoi que ce soit. On n'a jamais eu ce genre de soucis-là. Donc oui, mais effectivement, le sujet d'indemnisation, d'assurance en cas éventuellement de soucis est un vrai sujet. Ouais. Alors, c'est des couvertures après qu'on négocie nous aussi avec nos clients. Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on est toujours une solution jeune, mais qu'on ne montre pas de blanche quand on travaille avec des très grosses structures anglo-saxonnes. On est soumis à des audits assez drastiques sur l'IT, et donc on n'a pas le choix de toute façon que d'être conforme à ces standards de sécurité. Donc on s'y conforme depuis le départ, parce qu'en fait depuis le départ on travaille avec des très grosses structures. Et oui, on a des partenariats avec des compagnies d'assurance qui nous suivent, qui nous font confiance, qui elles-mêmes nous auditent en fait, et qui voient qu'on est conforme aux meilleures pratiques. Une autre question? Oui, bonjour. Je pense que vous avez utilisé en servant un éditeur logiciel de automatisation de processus métier pour la signature électronique qui décrypte les évolutions réglementaires à venir. Quels sont les impacts sur le processus et qu'en est-il de la piste d'audit fiable? Parce que la mise en œuvre de ce projet dès 2023 pour toute la dématérialisation ou facturation, une réforme que je veux concerner entre l'État et les entreprises à laquelle, dans la réflexion au groupe de travail, afin d'aboutir d'un cadre légal efficient. Quelle est la conformité et la réglementation? Est-ce que vous partagez les informations de manière objective, de s'intéresser à l'avis de votre prospect? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. On parle de quelle réglementation? Ok. Oui. En fait, ça va de pair avec les enjeux de sécurité. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, mais évidemment, comme je le disais, nous, avant l'aspect fonctionnel, avant l'aspect automatisation et développement du produit, on est obligé de se mettre en conformité avec tout ça. On travaille avec des clients qui gèrent des choses extrêmement sensibles sur la plateforme, des deals
avec des enjeux énormes, on est bien obligé de se conformer à tout ça. Donc, typiquement sur le RGPD, on a mis en place tous les garde-fous. Nous, on a la chance en fait d'avoir démarré notre activité au moment où le RGPD est entré en vigueur. Donc, on a fait une politique de privacy by design, de minimisation des données collectées. On collecte évidemment uniquement ce qui est nécessaire. Ces données-là, on les revend évidemment à personne. Donc, on les conserve le temps qu'il faut. Alors, on peut être amené à les conserver assez longtemps parce qu'il y a des questions de preuve. Si on supprime les données quand les deals sont finis, en fait, toute la sécurité juridique qu'on est censé apporter, en fait, ça part en fumée. Donc, mais bon, ça c'est convenu avec nos clients dès l'origine. Hein, les données personnelles qui concernent la preuve des documents signés doivent être conservées pendant un certain temps. Ensuite, les autres données, c'est comme tout autre logiciel, hein, sur demande des personnes, quand ils ont un droit de rectification, de suppression de leurs données, comme partout. Donc non, on est évidemment très préoccupé par tout ça et on fait en sorte d'être compliant depuis le départ. Yann, un complément? Bon, effectivement, c'est cette sécurité. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a l'environnement qui apporte cette sécurité. Après, c'est sûr, il faut bien choisir son prestataire. Hein, mais la sécurité, elle est là et en tout cas, elle est apportée par les règlements européens. Donc, elle est valable non seulement en France, mais également dans toute l'Union européenne. Et je pense aussi, et ça c'est un point important, on en discutait tout à l'heure, la solution française, et on est un peu en amont, on est un peu devant les autres aujourd'hui. Et donc, ça aussi, c'est un plus, je dirais, pour nous, Français, avocats français qui faisons des transactions en droit français. On est clairement en amont de ce process, on est vraiment dans les précurseurs. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner pour tout le monde à dématérialiser. Puis, que c'est plus responsable parce que je vois tout ce qu'on imprime comme papier, des closings, c'est bien. Et parfois, nous aussi, on doit aussi convaincre les confrères. Il y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'avais une transaction où le confrère nous propose toute une solution dématérialisée, tout est posté en ligne et tout. Et puis le jour du closing, on fait pas vraiment confiance à la solution et on imprime tout et on fait signer. Donc là, j'ai dit, il y a un problème. Non. Donc soit on fait tout dématérialisé, mais il faut y aller jusqu'au bout. Il ne faut pas des solutions parcours, ça sert à rien, c'est contre-productif pour tout le monde. Une question complémentaire, à moins que Grégoire, vous aviez quelque chose justement sur est-ce que la blockchain pourrait intervenir ou perturber vos processus dématérialisés? En fait, on en revient à la question de tout à l'heure, comment toutes ces briques technologiques que les différents acteurs peuvent eux-mêmes posséder peuvent s'agencer. Non, la blockchain, non, ça vient pas perturber, c'est un élément technologique qui s'ajoutait en fait à l'existant. Aujourd'hui, on peut avoir des pistes d'audit, on en parlait, très fiables sans la blockchain, avec des technologies actuelles. Après, la blockchain, c'est clair, permet de décentraliser cette preuve-là, de la rendre très compliquée, enfin même infalsifiable. Donc nous, évidemment, on travaille sur ces sujets-là et on va à terme aussi permettre de stocker les preuves sur la blockchain, puisque c'est un outil formidable qui n'a pas forcément encore aujourd'hui, comment dire, c'est très innovant, c'est compliqué à comprendre. C'est pas encore à maturité. Voilà, d'un point de vue technique, c'est compliqué à comprendre la blockchain en fait. Donc il faut aussi que les gens s'approprient le sujet, comprennent bien, soient rassurés par la sécurité technologique de cette innovation-là. Mais non, enfin nous on est persuadés que ça va venir et on travaille déjà sur ces sujets-là pour les intégrer à la plateforme dans les années à venir.